61 ans depuis le jeudi 30 juin 1960, jour qui a vu les pères de l'indépendance savourer le fruit de leur lutte. Demain, le pays tout entier s'en souviendra dans la méditation. Dans ce journal, un bref retour dans l'histoire. L'avenue Bongolo va redevenir praticable dans les tout prochains jours. Les travaux se poursuivent et le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, est descendu sur le site pour s'en rendre compte. Le renforcement du dispositif militaire se multiplie dans les zones sous état de siège. Des colonnes commando ont été déployées pour déloger les groupes armés de leur cachette. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Poursuivant son séjour dans la province du Nord Kivu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier lundi 28 juin la réunion du Conseil provincial de sécurité en présence de chefs d'état-major général, les FARDC et d'autres responsables des services de défense et sécurité. Le chef de l'État a poursuivi l'évaluation de l'état de siège et des opérations militaires en cours dans cette province. Bientôt, l'armée donne l'assaut sur le parc national de Virunga pour un nettoyage de ce réfugié des FDLR et autres milices étrangers. Annonce faite ce mardi depuis Goma au cours d'un point de presse animé par le ministre de la communication et des médias, accompagné du gouverneur militaire Constant Ndima et du porte-parole de l'armée Jean-Richard Léon Kassonga devant la presse locale et internationale. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katimwe, a fait le bilan de l'état de siège proclamé depuis le 6 mai dernier. Les images dans nos prochaines éditions. En images, en Ituri, l'armée passe à la vitesse supérieure. Les lieutenants général Falsi Kaboué, commandant de la force terrestre de la RDC, se trouve présentement à Bunia pour renforcer la sécurité opérationnelle, la capacité opérationnelle des troupes engagées dans la traque des groupes armés dans cette partie de la République. Rodi Panda, Oscar Malkaïch. L'arrivée à Bunia du commandant en charge de la force terrestre constitue une étape décisive des opérations militaires menées en Ituri dans le cadre de l'état de siège, explique le lieutenant général Fall Sikabwe. Il y a eu des troupes que nous avons envoyées sur place ici qui sont arrivées et je suis venu pour finaliser le déploiement, la dotation et la mise en œuvre de ces troupes et afin de les mettre officiellement aux mains du gouverneur militaire afin qu'il puisse les utiliser pour sécuriser cette contrée. Selon lui, les militaires sont déjà renforcés dans la région de Boga et Tchabi pour mater la velléité des rebelles ADF et leurs alliés dans cette zone. Au moment où je parle, le commandant second est sur place là-bas à Boga et Bukiringi pour mettre en déroute cette nouvelle menace. Il appelle la population à soutenir les autorités militaires en Ituri et les troupes sur terrain déterminées à restaurer la paix dans cette province telle que voulue par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la RDC. En ce qui concerne les gens qui sont là où les ADF ont commis quelques exactions, eh bien, nous sommes de cœur avec cette population. Ça nous fait très très mal. Avec les troupes qui sont arrivées, la population peut se tranquilliser. Rappelons que le week-end dernier, plusieurs camions transportant de nouvelles unités sont arrivés à Bunia. Ces renforts de troupes salués par la population iturienne. Le torchon brûle entre les Pygmées et les Bantous à Monkoto. Nous sommes dans la province de la Tchouapa. Quelle est la pomme de discorde? Eh bien, les députés nationaux élus de Monkoto appellent à la sagesse du gouvernement central. Sylvie Moembo et Guy Kitoko. 4 mois et demi, il y a eu un conflit sanglant, mortel entre les peuples Bantous et les peuples Pygmées dans le territoire de Monkoto, secteur de Bianga. L'Assemblée nationale nous a aidés pour que nous puissions aller sur le terrain pour sensibiliser la population. Alors, il y a 10 000 pygmées dans la forêt. Ils n'ont pas de maison parce qu'il y a eu 1500 maisons incendiées. Et à ce jour, les Bantous ne peuvent pas aller en forêt parce que les pygmées sont là. Les pygmées vivent à ce jour par les produits de sang de Bantous. Mais de l'autre côté, les Bantous ne peuvent pas aussi aller dans la forêt pour chercher quoi manger. S'il faut accompagner une femme, il faut avoir 10 personnes ou 5 personnes pour accompagner une femme, aller chercher
même quelque chose de manioc ou de pondou. Alors l'insécurité alimentaire s'installe à Monkoto et on ne sait pas ce qu'on peut faire. Ce qui est grave en termes de la sécurité de la population, c'est quoi? Les pygmées disent que l'État congolais soutient les Bantous pour qu'on puisse les minimiser jusqu'à ce niveau. Et les Bantous disent, comme le gouvernement n'envoie pas de moyens pour qu'on puisse réinstaller les pygmées, c'est la profession de sauvegarder les pygmées. Si le gouvernement congolais n'intervient pas, il y aura une situation catastrophique à Monkoto. Je demande au gouvernement de la République d'agir le plus vite parce que la situation est grave au niveau du territoire de Monkoto dans la province de la Tchouapa. La République démocratique du Congo va très prochainement exploiter le gaz méthane du lac Kivu à partir de la ville de Goma, fruit d'un partenariat public-privé. Goma, justement, dans cette ville qui n'a jamais connu de coupure de l'électricité au moment de l'éruption volcanique. Les installations de la SNEL n'ont pas été touchées par la lave. Françoise Boelabouaki a fait le constat pour nous et elle nous en parle. Beaucoup de mauvaises nouvelles ont été distillées au moment du sauve-qui-peut dans la ville de Goma. Elle n'était pas dans l'eau noire. La ville était bien éclairée et il n'y avait pas de noir dans la ville. SNEL continue à alimenter la ville. Le réseau SNEL a été épargné par la lave. Le besoin en énergie uniquement de la ville est de 65 MW. Aujourd'hui, la SNEL n'offre que 10. Goma ne produit pas de l'énergie. La ville reçoit de Bukavu. Tout est pris en charge au poste de Katindo. Ces installations sont vraiment en fait de vie, mais elles doivent être remplacées. Nous avons écrit à la direction générale qu'on nous approvisionne de nouvelles cellules 15 kV pour assurer la sécurité d'alimentation de la ville de Goma. L'énergie, besoin vital pour booster l'industrialisation grâce à un méga projet africain d'interconnexion. La RDC devra tirer de l'Éthiopie, du Rwanda, projet financé par la BAD et les Allemands. Il est prévu de combler le déficit et transporter sur Beni, Butembo, Kanyabayonga, Rutshuru. Ici sera aménagé un grand poste de 220 kV. Alors la ligne de Bukavu faut prendre le courant de Ruzizi 1, Ruzizi 2, Ruzizi 3, Ruzizi 4 qui seront réalisés dans le futur. L'entrepreneur est déjà sélectionné. Il attend l'avis de non-objection de la banque. L'autre source d'énergie dans ce milieu, c'est le gaz méthane du lac Kivu, 100 MW. Ils seront produits dans le cadre d'un partenariat privé-public. Ici, c'est l'endroit où sera installée la centrale thermique. Et ce sont les Tunisiens qui vont réaliser cette centrale. Et c'est la société Kivu Power qui va exploiter cette centrale. Et ils ont signé un protocole d'accord avec la SNEL pour fournir leur production à la SNEL. Le potentiel énergétique du pays est énorme. Au-delà de son avantage touristique, le Nord Kivu se présente point d'attrait pour des investisseurs. La République démocratique du Congo revisitera ce 30 juin 2021 une des glorieuses pages de son histoire politique. Il y a 61 ans, le pays accédait à sa souveraineté nationale et internationale. Ce jour du 30 juin 1960 marquait la fin de la colonisation belge. Plusieurs événements ont précédé l'indépendance de la République démocratique du Congo, de la tir de l'indépendance à la table ronde. Voici un rappel de faits liés à cet événement avec Blaise Boko Kiasonza. 30 juin 1960, avant d'arriver à cette souveraineté nationale, bien des choses se sont passées entre la conférence de Berlin convoquée par Bismarck en 1885 et la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. Le devoir de mémoire nous oblige de rappeler que la conférence de Berlin avait pour but de régler pacifiquement le partage de l'Afrique noire. Elle fut l'occasion de la reconnaissance internationale de l'État indépendant du Congo, État créé par Léopold II. Au cours de ce rendez-vous international pour le partage de l'Afrique noire, 14 nations y furent représentées. L'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Turquie.
De toutes ces nations, la Belgique sera 20 ans plus tard la seule métropole à acquérir en Afrique une colonie près de 100 fois plus grande que son territoire national. De 1885 à 1960, la République démocratique du Congo est restée pendant 80 ans sous le joug colonial belge. Que de sévices, que de tortures, que de maltraitance, l'homme congolais était chosifié. Allusion faite à la fameuse expression macaque, entendez singe, pour identifier les Congolais. 80 ans de souffrance morale qui ont abouti à une véritable révolution mentale, mieux encore à l'éveil de conscience d'un peuple opprimé. Une véritable prise de conscience dont le début remonte vers les années 20 avec le groupe de Simon Kimbangu et consorts. La sensibilité des membres de ce groupe éveillera une ardente aspiration à l'indépendance. La lutte menée semblait ne plus attendre que les jours meilleurs pour se muer en révolte. C'est pour cette raison justement que le prophète Simon Kimbangu fut arrêté en 1921 et déporté de son village natal Nkamba, appelé Nouvelle-Jérusalem, dans laquelle province du Congo central, aux différentes prisons du Grand Katanga. À côté de cette lutte menée par les hommes de Dieu, figure également celle des partis politiques, à travers les personnalités comme Joseph Kasavubu pour la BACO, Patrice Emery Lumumba et Kalonji pour le MLC, Boni Kango pour l'interfédéral des groupes ethniques, Mafuta Kizola, alors Albert Delvaux pour le CEREA. La liste n'est pas exhaustive. Ces partis politiques ont tous contribué au processus de la décolonisation de la République démocratique du Congo pour dire tous non à la colonisation, avec bien sûr le cortège des risques que cette lutte anticoloniale pouvait représenter pour chacun d'eux et même pour les membres de leur famille biologique et politique. Ces Congolais, qualifiés de courageux, c'est le moins que l'on puisse dire, avaient lancé en son temps le manifeste de la conscience africaine avec un certain Joseph Albert Malola qui deviendra plus tard le premier cardinal archevêque de Kinshasa. Ce manifeste de la conscience africaine fut un véritable pamphlet contre la colonisation. L'idée est certes venue d'un petit groupe de politiciens congolais, mais ces leaders politiques parlaient au nom de la majorité du peuple congolais qui en avait marre de la colonie belge. Dans ce manifeste de la conscience africaine, on pouvait facilement retenir des thèmes comme la vocation nationale dont la finalité était de bâtir un Congo nouveau, prospère et heureux au cœur de l'Afrique, l'émancipation politique, économique et sociale du peuple congolais, la nécessité de l'unité nationale en vue de présenter un front solide devant la métropole et appeler les fils et filles du Congo à la réalisation de cet idéal. Une lutte de longue haleine qui avait comme conséquence logique l'explosion du 4 janvier 1959. Si les uns disent que tout était parti du match de football qui avait opposé l'association sportive V-Club à l'équipe de Mikado au stade Tata Raphaël, Mikado aurait battu V-Club par 4-0. Et cette défaite serait à la base de la colère des supporters de V-Club qui, pour se déverser dans les rues du quartier environnant du stade de Tata Raphaël, manifestant ainsi leur mécontentement. Les autres, par contre, révèlent que c'était plutôt la colère des militants de la BACO qui se sont vus refuser la tenue du meeting de leur parti politique par le pouvoir colonial belge. Qu'à cela ne tienne, l'explosion du 4 janvier 1959, c'est la manifestation éloquente d'une volonté de libération étouffée pendant près de 80 ans de colonisation. Face à cette détermination au travers d'une mobilisation sociale des Congolais, tous à l'unisson, ce malgré leur divergence politique et sociale, la Belgique commençait à prendre conscience que sa présence en République démocratique du Congo, alors Congo belge, ne valait plus la peine. D'où la convocation d'une table ronde belgo-congolaise tenue du 20 janvier au 20 février 1960. C'est tout dire. Tout dire d'une Belgique devenue de plus en plus encombrante pour les Congolais. La table ronde belgo-congolaise avait ouvert ses portes le mercredi 20 janvier 1960 au Palais du Congrès, à Bruxelles. Certes, plusieurs points furent inscrits à l'ordre du jour, mais la détermination des Congolais était de mise pour en finir avec la colonisation. Et la grande interrogation demeurait sur la date de l'indépendance. Certains proposaient le 1er juin. D'autres le 1er juillet, qui était également la date commémorative pour la fête
la création du premier État indépendant du Congo. D'autres encore avaient proposé la date du 15 juillet. Après un débat parfois houleux, finalement, toutes les parties présentes à ces assises sont tombées d'accord sur la date du 30 juin 1960 qui fut fixée comme date pour l'accession de notre pays à l'indépendance. La reconstruction de la République démocratique du Congo doit être un processus permanent et non ponctuel. Et nous sommes en droit de constater, sans crainte de nous contredire, après l'indépendance, nous sommes en face d'un Congo qui a vieilli et qui n'a pas encore grandi. Et pour que ce Congo grandisse, il faut une vision pour en faire une mission, celle de servir son peuple. Et ce message du Premier ministre, Excellence Monsieur le Président de la République, à l'occasion des 61 ans de l'indépendance de notre pays, qu'il me soit permis au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, d'adresser à votre Excellence nos voeux d'un Congo debout, uni et porté par l'espérance d'un avenir glorieux et du bien-être pour toutes les Congolaises et tous les Congolais, mais remémorant vos propres voeux à la nation formulés l'année dernière dans les mêmes circonstances. Vous rappeliez notamment que malgré les vicissitudes de leur cortège et leur cortège des conséquences douloureuses, notre patrie demeure une et indivisible. Je voudrais également inscrire ma pensée dans le droit fil de votre conviction selon laquelle le combat pour l'indépendance s'est substitué à un combat pour la démocratie, les libertés fondamentales et le progrès social. Toutes ces problématiques cruciales pour notre pays et pour notre peuple, que votre Excellence soit rassurée de l'engagement du gouvernement de la République à travers la mise en œuvre de son programme. 61 ans après, les défis de la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national, les enjeux de la reconstruction et de la modernisation de nos infrastructures de base et le souci de l'amélioration des conditions de vie de nos populations demeurent. En effet, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au cœur de notre gouvernance, avec l'expression des mes hommages les plus déférents, Jean-Michel Samalukonde Kienge, 29 juin 2021. Et puis ce message de Camille, cadastre minier à l'occasion du 61e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Je me fais le plaisir au nom de la direction générale et de l'ensemble du personnel du cadastre minier Camille en sigle de souhaiter à son Excellence Monsieur le Président de la République, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, aux membres du gouvernement ainsi qu'au peuple congolais tout entier une bonne et heureuse fête de 30 juin. Que le souvenir de ce jour sacré favorise l'unité de la nation congolaise et marque l'élan de notre peuple vers la construction d'un État fort dans la prospérité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fête à Kinshasa le 28 juin. Jean-Félix Mopande Kabwa, directeur général. Parlons à présent de ces chefs-d'œuvre. La chanson Indépendance Tcha-Tcha du célèbre musicien congolais Joseph Kabasele Grand Calais, devenu carrément l'hymne des indépendances des pays d'Afrique noire, chanté pour la première fois en Belgique à la table ronde qui a réuni les leaders politiques en prélude du 30 juin, la date de l'indépendance du Congo. Rappel historique du contexte de cette chanson avec Getty Omatuku. Cette chanson, interprétée par le chanteur congolais Joseph Kabasele, dit Grand Calais, accompagné de son orchestre African Jazz, est devenue l'hymne des indépendances de tous les pays de l'Afrique noire. C'est le premier tube panafricain, symbole de l'émancipation des années 60. Pour la première fois, cette chanson a été exécutée à Bruxelles, en Belgique, à l'occasion de la table ronde au cours de laquelle devait se décider l'avenir de l'ex-Congo belge. C'est en janvier 1960 que les leaders politiques indépendantistes congolais, dont Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, Moïse Tshombe, Cléophas Kamitatou et les autorités belges ont convenu à Bruxelles d'arrêter la date du 30 juin pour enfin accorder l'indépendance du Congo. Ces chefs-d'œuvre de Grand Calais célébraient d'abord et avant tout le départ des Blancs, le droit des Africains de gérer eux-mêmes leur continent. Alors que les danses et la joie avaient gagné tout le peuple,
faisant oublier que la désillusion arriverait très vite. Tout le monde avait cru qu'il suffisait que les Blancs partent pour que le continent noir reprenne son vrai chemin. D'aucuns pensent que ça n'était qu'une indépendance signée sur le papier. Hélas, rapidement au lendemain de l'indépendance, cette musique est devenue l'hymne des espoirs déçus. Certaines nations africaines, comme le Congo, ont été désormais entre les mains des militaires au pouvoir et qui ont imposé des régimes dictatoriaux pendant des décennies au gros malheur de leur population. Ces régimes autoritaires n'ont fait que retarder l'émancipation de l'Afrique et favoriser le bafouement des libertés et droits fondamentaux. Les illusions perdues, des promesses de nos pères de l'indépendance peinent encore à se réaliser. Le sol et les sous-sols ne semblent pas profiter équitablement à tout le peuple. 60 ans après, le Congo connaît toujours des bruits des bottes, des scènes de pillage et recèle de ses ressources. Aussi, une économie extravertie tournée vers l'Occident. En dépit de ce tableau sombre, la République démocratique du Congo est désormais entrée dans une nouvelle phase de son histoire. La jeune démocratie continue de faire son bon nombre de chemins avec la passation civilisée du pouvoir le 24 janvier 2019, une date historique qui restera gravée dans les annales. Cette culture d'alternance politique acquise grâce à la volonté politique de deux personnes, Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi, augure un avenir meilleur pour le pays. Une leçon de démocratie léguée à la postérité. Et ce communiqué du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, il est porté à la connaissance du public en général et des employeurs et des travailleurs en particulier qu'en exécution de l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo et à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'accession de à la souveraineté nationale et internationale. La journée de mercredi 30 juin 2021 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Ce communiqué est signé Claudine Nondou-Sikembe, ministre. Les vacances des élus ont commencé officiellement depuis hier. La plénière au cours de laquelle le discours de clôture a été prononcé par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, était aussi celle au cours de laquelle 6 projets de loi de ratification des accords relatifs civils et le projet de loi portant prorogation de l'état de siège ont été adoptés. Les sénateurs ont donc réalisé ce travail de titan pour lequel ils sont à la Chambre haute du Parlement. Le rendez-vous est donc pris pour le 15 septembre prochain. Regardez. 20 projets de loi et une proposition de loi adoptée, l'élection du premier vice-président, la présentation de 11 rapports par perspective, la révision de 39 articles du règlement intérieur du Sénat, ainsi que la remise de matériel informatique à l'administration et au personnel politique du Sénat. Ce sont là les réalisations de l'actif du bureau du Sénat pendant la session de mars qui vient de fermer ses portes. Dans son discours de clôture, l'honorable Modeste Bahati a adressé le bilan de la session finissante. Sur le plan politique, l'initiative heureuse du chef de l'État, la création de l'Union sacrée de la nation a permis de consacrer une nouvelle majorité parlementaire. Cette nouvelle dynamique politique a donné enfin naissance au nouveau gouvernement qui a du reste tout notre soutien pour ses efforts qui tendent au seul service du peuple. Toutefois, nous saisissons cette opportunité pour rappeler au gouvernement de veiller au respect scrupuleux de son programme pour améliorer sensiblement les conditions socio-économiques de notre population. Nous remercions et nous félicitons, tout comme nous encourageons, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu s'installer à l'Est de manière à suivre de plus près toutes les opérations pour que la paix revienne rapidement dans cette partie du pays.
Au chapitre des élections, le président du Sénat a émis le vœu de voir la CENI présenter un calendrier qui accorde la priorité à l'organisation des élections locales pour rendre effective la décentralisation. S'agissant des préparatifs des élections qui pointent à l'horizon 2023, notre souhait est que le moment venu, le gouvernement dégage des moyens conséquents pour leur effectivité et pour l'organisation préalable de recensement tant attendu. La CENI, pour sa part, devra nous présenter un calendrier où la priorité sera accordée à l'organisation des élections locales pour rendre effective la décentralisation, socle du développement dans les entités locales. Il faut noter que peu avant la clôture de la session ordinaire, la plénière a prorogé pour la 3e fois l'état de siège dans une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et contrairement aux rumeurs qui circulent dans certains réseaux sociaux, le bureau du Sénat n'a jamais reçu un quelconque réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle pour une levée des immunités de son président, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, qui serait impliqué dans l'affaire Boukangalonzo. Le bureau du Sénat met en garde les auteurs de ces fake news sous peine des poursuites judiciaires. Il faut souligner que Modeste Bahati n'est pas justiciable devant la Cour constitutionnelle car il n'est ni un ancien Premier ministre, encore moins un ancien président. Et la province de la Mongala connaît des sérieux problèmes liés à son développement. Les élus nationaux et sénateurs de ce coin entreront que Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour lui présenter toutes les doléances socio-économiques de la population de ce coin. Patit Ondongou et Marcel Moubenga. Les différents problèmes à la base du dysfonctionnement de la province de la Mongala ont fait l'objet des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge et le caucus des députés nationaux et sénateurs de cette province. Le Premier ministre a été très attentif à nos préoccupations et il nous a promis que lui et son gouvernement ils vont s'impliquer pour que la paix revienne dans la Mongala et que cette province revienne à une situation normale de fonctionnement. La question liée aux infrastructures pour le développement de la Mongala était également débattue entre les chefs du gouvernement et les élus de cette province. Le problème est lié au développement de cette province qui est aujourd'hui embourbée. Le Premier ministre nous a rassuré que dans le cadre de son programme, il va s'investir pour que le grand dossier de ces provinces, notamment le problème des infrastructures, soit une priorité dans son gouvernement. Et nous nous sortons très rassurés que le gouvernement va commencer dans le cadre de son programme à tenir compte des difficultés de cette province. Ces députés et sénateurs sont sortis de l'audience satisfaits de la réponse proposée par le Premier ministre à leurs problèmes. Quittons Kinshasa pour l'Italie où la conférence des ministres des Affaires étrangères du G20 se tient à Matera, la République démocratique du Congo, pays assurant la présidence tournante de l'Union africaine, y prend part pour faire entendre la voix de l'Afrique en cette période post-Covid. Doris Mozo, Henri Amoury sont là pour le compte de la RTNC et nous en parlent. Après Rome, capitale italienne, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola et la délégation qui l'accompagne se sont rendus à Matera, au sud de l'Italie. Il s'agit cette fois-ci de la réunion ministérielle du G20 consacrée au développement. Cette rencontre est une occasion de discuter des progrès accomplis et de donner l'impulsion politique et la dynamique nécessaire à des actions concrètes pour faire progresser le soutien du G20 à la réponse et au redressement du Covid-19 dans les pays en voie de développement.
Il était aussi question dans cette rencontre de donner une réponse mondiale qui aide le pays en voie de développement à répondre aux besoins humanitaires immédiats et essentiels. Prenant la parole, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, a remercié la présidence italienne pour avoir institué cet espace de dialogue au sein des différents groupes de travail autour de 3 piliers qui sont le peuple, la planète et la prospérité. Christophe Lutundola a dit l'importance qu'accorde la République démocratique du Congo au multilatéralisme comme socle dans sa doctrine de politique extérieure. La crise multidimensionnelle, financière, économique, sociale et sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 de 2020 a créé une baisse des revenus des États qui a comme conséquence creusé les inégalités entre le peuple. Pour relever les défis actuels, a ajouté le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, la République démocratique du Congo soutient les efforts du secrétaire général des Nations Unies de moderniser les institutions qui concourent à la bonne marche du monde telles que l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale du commerce. La réunion interministérielle s'est clôturée par un communiqué final réaffirmant l'engagement du G20 à soutenir une reprise forte, inclusive et durable dans les pays en voie de développement en les aidant à surmonter les défis structurels auxquels ils sont confrontés et qui soulignera ainsi les efforts actuels du G20. Un rapport global des activités réalisées par le programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité volet défense se trouve sur la table du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Les membres de ce programme sont venus le remettre à Gilbert Kabanda, bien avant la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou, a échangé avec une délégation de la direction de la coopération des sécurités et défense de la France, Jojo Nzibou et Thierry Nzazi. Fin du programme Progress après 6 ans d'accompagnement de l'Union européenne dans la réforme de l'armée congolaise. L'heure est à la présentation d'un rapport global dans le cadre d'une gestion axée sur les résultats en termes de bilan. Ce programme d'appui à la réforme du secteur des sécurités a concerné 3 volets, à savoir la réforme, la modernisation et l'administration. Le coordonnateur du Progress a dans son exposé démontré l'impact qu'a eu le programme dans la consolidation de la dynamique de la réforme de l'armée congolaise sur le plan organisationnel et institutionnel. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga, qui avait à ses côtés la vice-ministre de la Défense, Madame Séraphine Kiloubou Kutuna, a rassuré de l'appropriation des acquis, des expériences. Je saisis cette opportunité pour saluer les efforts déployés par tous les acteurs dans ce projet visant l'accompagnement des FARDC dans sa marche vers la professionnalisation et sa montée en puissance. Dans un autre décor, le colonel François Bocornu, qui appartient à la direction de la coopération de la sécurité et des défenses françaises, a été reçu par la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou Kutuna. L'avancement de certains projets emblématiques tels que l'école de guerre de Kinshasa qui a avancé de façon remarquée, qui en est à sa toute première promotion cette année. La budgétisation des frais d'assurance maladie en faveur des militaires, l'augmentation progressive du budget du secteur agricole, ce sont là les 2 recommandations phares assorties au terme du séminaire d'orientation budgétaire. Les détails avec Rikin Zuziloya Mayuel et Hermé Bangando. D'intenses discussions, plus de 15 mesures d'encadrement et d'accompagnement pour une croissance exponentielle des recettes en République démocratique du Congo, selon que le gouvernement Samalukonde Kyenge projette plus de 12 milliards de dollars américains pour le budget 2022. Voilà à poutre maîtresse qui a soutenu les travaux du séminaire d'orientation budgétaire clôturé ce jour à Kinshasa. Un accent particulier a été mis sur les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de l'environnement et du tourisme, en vue de booster davantage la croissance. Je ne saurais donc clore mon propos sans remercier vivement le projet Profit Congo pour avoir appuyé financièrement, via le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, la tenue de ces assises. Parmi les recommandations sur le plan des recettes, l'implication du gouvernement
pour la mise en route du processus de fiabilisation du numéro d'impôt et celui de biométrisation des données lors de l'immatriculation du contribuable. L'augmentation des crédits alloués aux différents secteurs pour la mise en œuvre de l'ensemble de leurs politiques et l'augmentation progressive du budget du secteur agricole pour enfin atteindre 10% du budget national, de quoi réjouir les représentants de la société civile. Nous avons par exemple demandé qu'il y ait instauration du système de gratuité pour toutes les maladies endémiques, qu'on renforce la prise en charge de la drépanocytose et surtout en insistant sur le milieu rural. Une autre recommandation en faveur des hommes en uniforme, c'est la budgétisation des frais d'assurance maladie, d'invalidité permanente et décès des militaires. Si vous êtes riverain de la rivière Kalamo à la hauteur du pont Bongolo, vous avez sûrement constaté que les engins des grands travaux tournent à plein régime pour administrer à l'avenue Bongolo une bonne cure de jouvence. Comment se déroulent les travaux de réhabilitation? Eh bien, pour en avoir le cœur net, le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, s'est rendu sur le chantier William Tunakov. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a procédé ce samedi 26 juin 2021 à l'inspection de travaux de construction du pont Bongolo exécuté par la société moderne construite. L'autorité urbaine s'est ainsi rendu compte de l'évolution de ces travaux qui avancent à pas de géant. Sur place, Moderne Construct s'active à terminer la première partie de l'ouvrage consistant à la pose de l'ossature sur laquelle va reposer le pont. Ce, avant d'entamer la deuxième partie. Les travaux concernent la réhabilitation d'abord du pont Bongolo et ensuite la construction de la chaussée, c'est-à-dire à partir de l'avenue Kassavubu jusque sur l'avenue Université, la chaussée sera réhabilitée de fond en comble. Dans l'entretemps, la société Moderne Construit profite de la saison sèche pour construire une autre passerelle vers la sortie de cette bretelle sur l'avenue Victoire à la hauteur de l'arrêt Maya Kalamo. Ainsi, elle pourra s'attaquer par la suite à la chaussée devant relier l'avenue Yolo à l'avenue Victoire, avec en prime l'aménagement d'un parc dénommé Parc Ngobila ainsi que de berges. Un cadeau signé le patron de la ville de Kinshasa pour les populations riveraines qui pourront y passer du bon temps, à l'instar d'autres espaces verts aménagés dans la commune de Limete dans le cadre du programme Kinshasa Bopé. Plusieurs têtes d'érosion qui progressaient aux allures inquiétantes à quelques encablures de l'aéroport de Kananga sont stoppées net grâce aux travaux de lutte anti-érosif que l'Office des voiries et drainage Kananga effectue sous financement de la Banque mondiale. Christine Lindo. C'est grâce à l'intervention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que les habitants de la ville de Kananga vont voir l'érosion sur le site Moulongodi stoppée net. Il ne reste que quelques jours car les ingénieurs de l'OVD sont à pied d'œuvre grâce aux travaux qui citent près de l'aéroport de Kananga. Kananga en elle seule compte plus de 100 têtes d'érosion. L'actuel projet est financé à travers le programme de développement urbain PDU à la hauteur de 1 200 000 $ américains pour sauver quelques-unes de ces érosions. D'où cet appel de Mani Kakubi du PDI à d'autres bailleurs de fonds pour répondre à cet appel du président de la République afin de stabiliser toutes les érosions qui prennent en proie la ville de Kananga. Je suis la plus heureuse parce que ça a avancé. J'étais là encore la semaine, ici au milieu de la semaine. J'ai vu que les jeunes gens sont en train de travailler et que l'on doit toujours les encourager et encourager aussi le directeur de l'OVD qui est l'exécutant, qui exécute les travaux du chantier. Sur le site Moulongodi, l'OVD Kananga est en train de finaliser les travaux par la construction de caniveaux, de la glissière, la pose des gabions et autres rechargements pour une durée de 40 jours, comme l'explique le directeur de l'OVD Kasaï Central, Alain Chimbalanga. L'Alliance des bâtisseurs du Congo va donner de l'emploi à plusieurs jeunes membres de la G24. Le protocole ce mardi 29 juin par les directeurs généraux de ces deux structures en présence de l'initiateur de G24, l'honorable Jean-Marie Lukula Simasomba. Regardez.
La génération 24, à travers son initiateur Jean-Marie Lukula Simasomba, est très attentive à tout ce qui peut offrir une occupation rémunératrice aux jeunes Congolais. Elle en a fait une obsession. La haute intensité de la main-d'œuvre que représentent les travaux de réhabilitation de la route Kimwenza est donc une aubaine. L'entreprise qui a gagné le marché, l'Alliance des bâtisseurs congolais ABC, ne pouvait pas trouver mieux ailleurs. G24 étant un vivrier de la main-d'œuvre. Le directeur général de la G24, M. Lucien Monama et Cédric Lungu, ont apposé leur signature au bas du document de l'accord sous un regard attentif de M. Blanchard Kabala, chargé des missions du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Merci. Nous sommes ici aujourd'hui pour sceller un partenariat avec le G24 par rapport à la sous-traitance de la main-d'œuvre. Le G24, qui est une grande structure qui encadre la jeunesse, va nous fournir des employés que nous allons mettre sur les chantiers afin de pouvoir tant soit peu soulager la situation sociale de la population. Jean-Marie Lukula Simasomba, qui n'a plus rien à démontrer dans l'encadrement des jeunes, bénéficie à juste titre de la confiance des autorités publiques. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux de réhabilitation de la chaussée de Kimwenza, pour ne citer que ça, pour un premier temps, a été lancé le samedi dernier et ils attendent déjà un flux de 450 jeunes de G24. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine la signature de partenariat entre la G24 et l'Alliance des bâtisseurs du Congo. C'est désormais chose faite. Le répartiteur Lualaba a été remis en service après d'intenses travaux pour sa réhabilitation. L'ouvrage a été augmenté de près de 300 MW. Yvette Makuntima et Cédric Enina. Le répartiteur Lualaba, en image, situé à 300 km de la ville de Kolwezi, complètement réhabilité et modernisé. Après avoir subi une cure de jouvence de novembre 2018 à septembre 2019, grâce au partenariat public-privé initié par le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, ces répartiteurs a atteint une augmentation de 300 MW en termes de puissance installée. Travaux financés par Lualaba Cooper Shelter, exécutés par l'entreprise chinoise Zhangzi Terminal Power Construction Corps SARL. La SNEL avec la LCS, c'est une firme chinoise. Ils ont financé la construction d'un nouveau poste qui va desservir tous les clients du côté Lualaba. En la présence de ces répartiteurs, nous avons des transports de 150 MVA, donc la capacité c'est 300 MVA. Ces travaux rentrent dans le cadre du projet Fiabilisation, Réhabilitation et Renforcement des infrastructures, signé le 29 août 2011, qui prévoit un grand investissement dans les infrastructures d'électricité, la SNEL SA y compris une partie de l'outil de production ainsi que le dispositif de transport de l'électricité, et le tout dans l'optique d'une amélioration sensible de la desserte en énergie électrique en République démocratique du Congo. Vous le savez, le 30 juin, c'est demain, eh bien, les messages fusent partout à l'occasion du 61e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le conseil d'administration, la direction générale ainsi que le personnel de Congo Airways souhaitent une bonne fête de l'indépendance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'honorable Président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, au Premier ministre, et à tout le gouvernement, au moment où le monde entier est secoué par la pandémie à Covid-19 à travers diverses vagues. Le Congo Airways renouvelle son attachement au président de la République et s'engage dans la lutte contre cette maladie en vue de favoriser le développement de notre cher et beau pays par le secteur de transport aérien porteur de croissance. Ainsi, Congo Airways continuera à maintenir ses prestigieuses certifications de l'industrie à échelle internationale pour arriver à cette fin. Congo Airways, le plaisir de voyager congolais, c'est sûr, fête à Kinshasa le 28 juin 2021. Désiré Balaziré Bantou, directeur général, l'honorable Louise Mayunga Kassende, présidente du conseil d'administration.
Les établissements d'enseignement supérieur de Lubumbashi ont reçu leur ministre de tutelle hier lundi, Moïndo Nzangi, et dans la région pour s'assurer du respect des instructions universitaires. Edith Chala. À la tête d'une forte délégation, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a atterri à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi, tard dans la soirée du lundi. Plusieurs chefs d'établissements d'enseignement supérieur, publics et privés, lui ont réservé un accueil digne de son rang. Dans la province du Haut-Katanga, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire y est allé pour un état des lieux sans complaisance de son secteur. Je viens pour faire un état des lieux des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Bon, vous savez, depuis que nous avons pris les fonctions dans le cadre du gouvernement de l'Union sacrée, j'ai commencé par Kinshasa pour visiter les institutions et je crois que j'ai fini par ici. Mais nous serons à Lubumbashi, à Likasi et à Kolwezi, si l'État nous le permet. Sans répit, dans la même soirée, le ministre Moïndo Nzangi a accordé une audience aux chefs d'établissement regroupés au sein de leur conférence. Question de se faire une idée sur les réalités de terrain vues par les gestionnaires eux-mêmes, avant bien sûr sa descente sur le terrain de chaque établissement. Voilà, ce journal est complètement fini, mais avant de boucler complètement cette édition, nous lisons ce communiqué, ces différents communiqués nécrologiques consécutivement au communiqué de la direction générale et du conseil d'administration de la RTNC annonçant le décès du directeur général Kabila Ilunga Ernest. Il est porté à la connaissance du public qu'un livre des condoléances est ouvert à son domicile, 6 avenue Bolobo numéro 70 dans la commune de Kinshasa, référence marché Zigida, croisement Bolobo Plateau. En entendant le programme des obsèques de l'illustre disparu, vous sera communiqué incessamment à la direction générale. Et la direction, le diffuseur public, l'administrateur directeur général, monsieur le directeur général adjoint, c'est avec consternation que j'ai appris la triste nouvelle du décès du regretté Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la RTNC, au nom des agents et cadres du RENATELSAT, du comité de gestion et aux miens propres. Je présente des sincères condoléances à la famille biologique du défunt, aux cadres et agents de la RTNC, au comité de gestion de la RTNC et à toute la famille communicationnelle. Que le consolateur par excellence puisse essuyer les larmes et réconforter tous les cœurs affligés par cette disparition brusque et brutale. Richard Ashinda Walungula, administrateur directeur général du RENATELSAT. Et ce communiqué ces messages de condoléances adressés au directeur général adjoint de la RTNC, et c'est avec une consternation que j'ai appris le décès inopiné de monsieur Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la RTNC, au nom de l'ambassade de Chine à Kinshasa ainsi qu'en mon nom propre. Je présente à vous et à tout le personnel de la RTNC les condoléances les plus attristées et je vous prie de bien vouloir transmettre mes sentiments à la famille biologique de cet illustre disparu. En ces moments difficiles, l'ambassade de Chine reste toujours aux côtés de la RTNC pour vous témoigner de notre amitié sincère et vous soutenir dans votre cause noble. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur général adjoint, l'expression de ma considération distinguée. Son Excellence, monsieur Zhu Jing, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo. Et ce message de condoléances de la SONA s'adressait aux agents et cadres de la RTNC. Monsieur le directeur général adjoint, c'est avec consternation que la direction générale de la SONA et l'ensemble de son personnel ont appris la triste nouvelle de la disparition brutale du directeur général de la RTNC, monsieur Ernest Kabila. Nous nous joignons à la profonde douleur qui vous étreint et à cet effet et présentons nos condoléances les plus sincères à toute la famille professionnelle de l'illustre disparu. C'est signé Bonimé Ekofo Lucien.
Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Robert Ndayechi CC pour un autre journal. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à la même chaîne et sur la même chaîne et à la même heure. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Et bonnes fêtes de l'indépendance à tous. Au revoir.